Donc effectivement, pour terminer, on va parler des cytopénies auto-immunes et on va commencer par un essai thérapeutique de phase 3 dans le PTI qui utilisait un nouvel inhibiteur de BTK, le rilzabrutinib, comparativement au placebo pour des formes de PTI chroniques réfractaires. Donc un essai de phase 3, rilzabrutinib contre placebo, des patients inclus qui étaient des adultes avec un PTI persistant ou chronique, qui étaient en échec de traitement par stéroïdes plus ou moins immunoglobuline intraveineuse et qui étaient tous thrombopéniques à l'inclusion. Le critère de jugement principal qui a été utilisé, c'est un critère de réponse durable sur le taux plaquettaire, où les patients devaient avoir plus de 50 000 plaquettes sur au moins 2/3 des prélèvements qui ont été faits de manière hebdomadaire entre le 3e et le 6e mois, et ce sans avoir reçu de traitement de sauvetage. Le design est assez simple. Vous aviez donc une randomisation initiale avec un ratio 2:1 avec plus de patients dans le groupe rilzabrutinib, 6 mois de traitement. Au bout de 6 mois, évaluation du critère de jugement principal. Et ensuite, les patients qui étaient dans le groupe placebo étaient basculés en ouvert sous rilzabrutinib pour une période de surveillance de 6 mois supplémentaires. La petite particularité, c'est qu'à 13 mois, il y avait une réponse, à 13 semaines, pardon, il y avait une réponse précoce plaquettaire qui était évaluée et les patients qui ne répondaient pas, notamment sous placebo, avaient la possibilité soit de sortir de l'étude, soit d'être basculés dans le bras en ouvert de rilzabrutinib. Évidemment, les patients, à la fin, étaient inclus dans leur bras de randomisation. Les caractéristiques de la population, je vais aller rapidement dessus. C'est des patients qui sont peut-être assez jeunes, 46-47 ans d'âge médian, une majorité de femmes, mais surtout, ils avaient reçu pas mal de traitements. C'est en gros 6 à 8 ans de médiane de traitement et 4 à ligne de traitement antérieure. 2/3 à 3/4 des patients avaient reçu des agonistes de la TPO, donc ça veut quand même dire que tous n'en avaient pas reçu, et 28% des malades avaient eu une splénectomie au préalable. Voilà les résultats sur le critère de jugement principal, donc une différence assez nette à 6 mois en comparant donc le rilzabrutinib au placebo sur la réponse durable plaquettaire que je vous ai décrite précédemment. Et quand on regarde ensuite en ouvert sur l'extension jusqu'à 1 an, les patients qui étaient initialement randomisés dans le bras rilzabrutinib, ils ont un taux de réponse qui est maintenu. Et quand vous additionnez à ces patients-là les patients du groupe placebo qui ont basculé sur rilzabrutinib en ouvert, vous avez des taux de réponse qui sont globalement similaires. Quand vous regardez l'évolution des plaquettes chez ces malades-là, ce qu'ils ont regardé, c'est d'une part les patients qui avaient été randomisés dans le bras rilzabrutinib et qui étaient répondeurs initialement, ils continuent de répondre au cours de l'étude sur les 6 mois supplémentaires de suivi. Par contre, les patients qui n'étaient pas répondeurs sur les 6 premiers mois de traitement, là en mauve, il y avait pour certains d'entre eux une réponse tardive qui apparaissait au-delà de 6 mois de traitement. Et donc ça peut valoir le coup chez des patients qui sont initialement non répondeurs de poursuivre le traitement pour pouvoir rattraper la réponse un peu plus tard. Ils ont regardé ensuite donc, les patients qui étaient dans le groupe placebo et qui ont été basculés en ouvert sur rilzabrutinib. Donc il y avait aussi un rattrapage par le traitement chez ces patients-là. Sur des critères secondaires toujours, moins de traitements de sauvetage dans le groupe rilzabrutinib comparativement au placebo et des scores de saignement qui étaient significativement plus bas dans le groupe rilzabrutinib. Des données d'amélioration de la qualité de vie qui sont un peu difficiles à comprendre parce que finalement, que vous soyez répondeur ou non répondeur au rilzabrutinib sur le taux de plaquettes, vous aviez une amélioration de la qualité de vie, donc peut-être des mécanismes qui ne sont pas dépendants de la restauration du taux de plaquettes sur l'amélioration de la qualité de vie de ces malades-là. Et pour ce qui est des effets indésirables, un profil de tolérance qui est quand même globalement acceptable, en tout cas qui n'a pas l'air d'être différent de celui du placebo. Et le point important, c'était vis-à-vis du risque hémorragique, puisque avec les premières générations d'IBTK, vous aviez un surrisque hémorragique qui n'était pas observé avec cet IBTK de nouvelle génération. Donc au total, un traitement qui apparaît comme étant efficace et relativement safe dans cette population-là de PTI chronique réfractaire. La question, ça va être celle du positionnement de ce traitement-là par rapport aux thérapeutiques existantes, que ce soit les agonistes du récepteur de la TPO, du rituximab, des inhibiteurs de SYK et de la splénectomie. Deuxième travail, là je vais passer plus rapidement parce que c'est un travail qui est plus préliminaire, c'est sur l'utilisation des CAR-T-cell CD19, cette fois dans l'anémie hémolytique auto-immune. C'était un travail chinois où ils ont pu faire donc, un essai de phase 1, où ils ont inclus 11 malades, adultes, tous, avec une anémie hémolytique, et vous allez voir qu'il y a un assez large éventail de types d'anémie hémolytique auto-immune qui ont été inclus, en échec d'au moins 3 lignes de traitement et qui étaient tous anémiés au moment de l'inclusion. Ils ont exclu les formes secondaires, alors ils ont quand même conservé des syndromes d'Evans, mais ils ont exclu toutes les autres formes dites secondaires, et ils ont exclu les formes héréditaires. Bon, après, le design de l'étude est relativement standard par rapport à ce qui est fait habituellement avec les CAR-T-cells. Et
je vous parlais de l'éventail assez large, c'est que sur les 11 malades, vous aviez 6 anémies hémolytiques auto-immunes à haut anticorps chaud, vous aviez 2 formes mixtes, une à glu froide et 2 syndromes d'Evans. Des populations donc, qui avaient été lourdement traitées, 71 mois de traitement en médiane, enfin de durée de traitement en médiane, avec 6 lignes thérapeutiques en médiane antérieure. Voilà les données d'efficacité des CAR-T-cells CD19 sur ces PTI chroniques. Vous avez donc 11 malades qui ont été traités, qui ont tous à un moment donné présenté une réponse au moins partielle, mais vous pouvez voir déjà qu'il y a 2 patients sur la période de suivi de, on va dire, au moins 1 an, qui ont présenté une rechute, sachant qu'il y a d'autres patients qui ont été suivis sur des périodes beaucoup plus courtes. Mais en tout cas, ceux qui ont été suivis, on va dire, plus de 6 mois, il y en a déjà 2 qui rechutent, avec des rechutes qui surviennent à 7 et 8 mois. Donc des données d'efficacité qui sont peut-être moins probantes que ce qui avait été par exemple observé sur l'utilisation des CAR-T-cells dans d'autres maladies auto-immunes de type connectivite. Sur le profil de sécurité, pas de CRS grave de grade 3 ou grade 4, un ICANS mais de grade 1, des infections mais majoritairement ORL non graves et un peu de leuconeutropénie mais qui n'étaient pas prolongées dans le temps. Donc au total, une thérapeutique novatrice évidemment qui apparaît comme étant relativement efficace chez des patients qui sont réfractaires à beaucoup de lignes thérapeutiques antérieures, mais des données qui devront être confirmées ou infirmées par des études de phase 2 ou de phase 3. Dernier travail que je vous présente sur les cytopénies auto-immunes, cette fois appliqué à une forme particulière, puisque c'était un travail donc, multicentrique français sur les leucémies LGL et un essai thérapeutique de phase 2 qui comparait le cyclophosphamide au méthotrexate. Donc c'est une étude à laquelle vous avez peut-être participé et inclus des patients, parce que c'est une étude française. Donc l'objectif était de comparer ces 2 thérapeutiques. Donc dans cette maladie-là, ils ont pris des patients qui étaient naïfs de tout traitement, qui avaient soit une LGLT ou une LGL-NK. Ils devaient avoir une clonalité prouvée sur l'étude du TCR ou sur la mise en évidence d'une mutation dans cette population clonale. Et ils devaient avoir une indication thérapeutique telle que classiquement retenue, soit sur les cytopénies ou sur les complications d'immunité ou infectieuses. Donc, la particularité, c'est qu'ils ont pris un critère de jugement principal qui est assez fort, un critère de réponse complète hématologique, où ils devaient restaurer leurs 3 lignées, leurs 4 lignées même en comprenant les lymphocytes, et ils devaient réduire fortement la population tumorale circulante. La particularité de la randomisation dans ce travail, c'est qu'ils ont fait 2 randomisations. Une première randomisation initiale, où ils randomisaient méthotrexate versus endoxan Péros. 4 mois de traitement, évaluation du critère de jugement principal, et à partir de 4 mois, ceux qui étaient randomisés dans les bras initiaux et qui étaient répondeurs, ils continuaient le traitement de leur bras initial de randomisation. Par contre, les patients qui n'étaient pas répondeurs à l'issue de ces 4 mois, ils étaient re-randomisés pour recevoir soit du cyclophosphamide, soit du méthotrexate, soit de la cyclosporine. Et ensuite, le critère de jugement était réévalué à 12 mois. En tout cas, 12 mois par rapport à la première randomisation, donc 8 mois après la seconde. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques de la population. Un point sur lequel je voulais insister, c'est le pourcentage de mutations de stade 3 qui était retrouvé chez 2 tiers globalement de cette population-là. Voilà les données, les résultats sur le critère de jugement principal, une différence qui est statistiquement significative de supériorité du cyclophosphamide par rapport au méthotrexate à 4 mois sur la réponse hématologique complète, 24% dans le groupe cyclophosphamide versus 12% dans le groupe méthotrexate. Petite particularité, ils ont regardé sur l'intégralité des malades ceux qui étaient stade 3 mutés et ceux qui étaient stade 3 wild type, et il semblait y avoir une meilleure réponse thérapeutique dans le groupe qui était stade 3 muté. En continuant au-delà du premier bras de randomisation, donc les patients qui étaient répondeurs à l'issue de la première randomisation, à 12 mois, il y avait toujours une différence statistiquement significative en faveur du cyclophosphamide. Ça, c'était pour les patients qui étaient initialement répondeurs. Et les patients qui n'étaient pas répondeurs à l'issue de la première randomisation et qui étaient re-randomisés, là, il n'y avait pas de test statistique pour pouvoir démontrer la supériorité, mais il y avait une tendance à la supériorité du cyclophosphamide par rapport au méthotrexate et également par rapport à la cyclosporine. Sur des données secondaires, sur la réduction clonale et sur la maladie résiduelle, il y avait aussi une supériorité du cyclophosphamide par rapport au méthotrexate, que ce soit sur l'étude en cytométrie de flux de la population circulante ou sur l'étude des mutations clonales circulantes. Par contre, pas de données de supériorité en faveur d'un traitement ou de l'autre sur la survie globale. La survie globale était inchangée par l'un ou en fonction des 2 traitements.
Sur les analyses en sous-groupe, en gros, une tendance à la supériorité toujours de l'endoxan, du cyclophosphamide, comparativement au méthotrexate. Sur les données de sécurité, plus de leucopénie et de lymphopénie sous cyclophosphamide, mais ça on pouvait s'y attendre, mais en tout cas pas de données de safety autres qui soient en défaveur de l'un ou l'autre des traitements. Donc finalement, un essai thérapeutique de phase 2 positif en faveur de la supériorité du cyclophosphamide par rapport au méthotrexate à 4 mois, une réponse qui était prolongée à 12 mois, des données de safety qui sont relativement rassurantes, mais en tout cas pas de modification de la survie globale. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Romain. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit et très bien résumé. Bon, le risabrutinib, effectivement, on attendait avec impatience les résultats de la phase 3, les taux de réponse globale fondés sur un critère qui, maintenant, c'est surtout les agences finalement nationales, et notamment la FDA qui fixe les endpoints et pas tellement les investigateurs, donc on est un peu tenu pieds et poings liés. Mais donc ça peut paraître assez faible comme taux de réponse, mais c'est quand même une population de PTI chronique qui avait échoué à 4 lignes de traitement en médiane, donc 23% de réponse, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ils vont avoir la MM aux États-Unis, probablement ça devrait suivre en Europe dans les 18 mois. Comme tu l'as dit, le positionnement ne va pas être évident, puisqu'on commence à avoir beaucoup de traitements dans le PTI de l'adulte et les séquences thérapeutiques doivent être affinées et on manque de surrogate marqueurs, contrairement à l'hémato-onco, pour avoir des facteurs prédictifs de réponse à telle ou telle thérapeutique. Pour les CAR-T-cells, les Chinois, ils arrivent à traiter 11 patients avec une HAI. Avec des CAR-T, on n'est pas prêt de faire ça dans un seul centre en Europe. Après, les patients sont hétérogènes et pour des raisons, on va dire, pharmacoéconomiques et de rapport bénéfice-risque, nous, on privilégie plutôt une approche bispécifique, CD19, voire BCMA à l'avenir dans les maladies auto-immunes réfractaires. Parce que CAR-T, c'est quand même lourd et même si le coût aura tendance à baisser, on n'en est pas encore là en France et en Europe. Et puis la dernière étude, vraiment un hommage à Thierry Lamy, parce que c'est un PHRC qui courait depuis des années, menait à bout un PHRC sur les leucémies chroniques LGLT, relevant d'un traitement, il fallait quand même le faire. Ça a pris du temps. La bonne nouvelle, mais qui n'est pas une grande surprise, c'est que l'endoxan fait mieux que le méthotrexate. Je trouve que vraiment la bonne nouvelle, c'est que non seulement ça fait mieux de façon indiscutable, mais au prix d'une toxicité qui est, il y a un peu de leucopénie, etc., mais en termes d'infection sévère, c'était pas pire. En termes de mortalité, il n'y a pas plus de décès, il y a même un peu plus dans le bras méthotrexate, même si ça ne sort pas. Donc voilà, le cyclophosphamide, on sait très bien que si vous en donnez pendant un an et demi, Péros, là, c'est pas bon, vous avez finissé avec des carcinomes urothéliaux, c'est 3-4 mois, et on évalue, que ce soit pour une érythroblastopénie, une leucémie LGL, ou dans une hémophilie acquise, par exemple. En rapport bénéfice-risque, vous êtes souvent gagnant, donc vraiment un grand mérite à ce réseau français.